Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour suivre les débats des sénateurs dans votre émission Les Matins du Sénat. Et ce matin, je vous propose de suivre les débats autour d'un texte qui a marqué l'actualité parlementaire cette semaine, la proposition de loi contre les casseurs dans les manifestations. Ce texte, déposé par Bruno Retailleau, le président des sénateurs Les Républicains, avait été adopté une première fois par le Sénat à l'automne 2018, contre l'avis du gouvernement. Mais 3 mois plus tard, le gouvernement l'a finalement repris à son compte, en plein mouvement des Gilets jaunes. Le Sénat a donc adopté mardi dernier le texte issu de l'Assemblée nationale pour une application plus rapide. Mais la droite du Sénat regrette qu'Emmanuel Macron ait saisi le Conseil constitutionnel pour s'assurer que ce texte respecte bien la liberté de manifester. Je vous laisse écouter les débats. Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Monsieur Patrick Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain ont déposé une motion distribuée sous le numéro 1 tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité au texte en discussion. La parole est donc à Monsieur Jérôme Durain pour la motion, pour une durée de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Président Bas, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le 23 octobre dernier, nous avions examiné en première lecture cette proposition de loi portée par le groupe Les Républicains. Inspirée de la loi anti-casseurs de 1970, elle a très vite provoqué des réactions mitigées. Partiellement épuré en commission, le texte restait de l'avis général perfectible. Sa rédaction a beaucoup évolué à l'Assemblée nationale. Il a pourtant, à nouveau, fait l'objet d'un accueil assez tiède devant notre commission des lois. Je veux très solennellement réitérer ici, comme jeudi dernier sur la question des lanceurs de balles de défense, le soutien inconditionnel de notre groupe aux forces de l'ordre, durement mises à l'épreuve depuis de longues années, dans un contexte sécuritaire et social tendu. Je veux aussi dire que notre groupe n'a aucune espèce de sympathie pour les casseurs, ni pour le désordre, ni pour les violences commises lors des manifestations. Mais notre volonté par cette motion est de conserver à notre Chambre haute son rôle de vigie sur les libertés publiques. Disons-le clairement, oui, ce texte présente un risque d'arbitraire. Il peut finalement permettre au préfet, donc au gouvernement, de choisir ses manifestants. Pour des raisons de fond et de forme que je vais vous détailler, je ne vois pas d'autre solution pour notre Assemblée que de stopper ici le cheminement législatif de cette proposition de loi. Commençons par la forme. Alors qu'il s'agit d'un texte relatif aux libertés publiques, la majorité sénatoriale avait fait le choix d'une proposition de loi, en évitant ainsi toute étude d'impact et toute consultation de grande envergure. Le groupe LR voulait aller vite. Nous avions souligné ce manque de concertation en première lecture. Alors depuis cet automne, la concertation a en quelque sorte eu lieu. On ne compte plus les prises de position hostiles à ce texte, que ce soit dans les rangs des syndicats, des ONG, des organisations internationales ou des autorités administratives indépendantes. C'est M. Berger de la CFDT qui juge cette loi à certains points dangereuse. C'est M. Martinez de la CGT qui trouve que cette loi vise à restreindre le droit de manifester. Ce sont les avocats, qui ne sont pas des gauchistes, et les magistrats, qui ne sont pas des gauchistes, qui expriment leur mécontentement. Ce sont le Conseil de l'Europe et l'ONU qui expriment des réserves. Ce sont messieurs Sureau. S'il vous plaît, on laisse l'orateur s'exprimer comme pour les autres. Ce sont messieurs Sureau et Mignard, soutiens d'Emmanuel Macron, qui prennent bruyamment leur distance. L'absence de consultation initiale était compréhensible s'agissant d'une initiative portée par un groupe politique. Mais cette méthode est devenue beaucoup plus problématique à partir du moment où le gouvernement a décidé de reprendre à son compte cette proposition de loi. Avec le lifting des amendements gouvernementaux, ce texte a changé de nature, mais la mue n'a pas été complètement opérée. Faisons-nous face à un texte porté par la droite, par les macronistes, par les deux? La République en marche n'a pas souhaité assumer jusqu'au bout, et cela s'est senti dans les hésitations observées à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Le gouvernement et la majorité des députés sont-ils satisfaits par ce texte qu'ils ont réécrit? On ne sait plus. Des députés voulaient voter contre, mais ils se sont abstenus parce que le texte qu'ils venaient de réécrire allait à nouveau être réécrit. Chez la majorité sénatoriale, ce n'est guère plus clair.
Vous avez d'abord dénoncé la réécriture du texte, laissant entendre que vous alliez le corriger. Et puis finalement, vous ne corrigez rien, préférant faire un pari de Pascal revisité. Si le Conseil constitutionnel existe et censure ce texte, vous aurez beau jeu de dénoncer le mauvais travail des députés. En revanche, si le Conseil constitutionnel se fait oublier, vous revendiquerez la paternité de cette loi. La situation était déjà compliquée. Et comme l'a dit notre collègue Loïc Hervé, nous avons appris hier que le président de la République, que l'on sait amateur de philosophie, faisait lui aussi le même pari de Pascal. Ainsi, l'Élysée va-t-il saisir les sages à propos des articles 2, 3 et 6 ? On a connu mieux comme reconnaissance de paternité. Cette loi Retailleau, Castaner, Macron se retrouve de facto orpheline. Et pourtant, elle prend le chemin d'être adoptée conforme. Sur le fond, les arguments en défaveur du texte qui nous est proposé aujourd'hui ne manquent pas. Notons déjà qu'elle puise son inspiration dans l'arsenal anti-hooligan. Cet arsenal anti-hooligan est-il si parfait qu'il puisse être généralisé ? On ne le sait pas, parce qu'il n'a jamais été évalué. À vrai dire, on a bien une petite idée de la pertinence de ce dispositif anti-hooligan et des interdictions administratives de stade. Pour cela, il faut écouter l'Association nationale des supporters qui dénonce les actes de violence, mais prend la défense des supporters, victimes des mailles d'un filet mal pensé. On découvre des histoires absurdes de supporters blanchis par la justice pénale, mais qui doivent continuer de batailler devant la justice administrative pour faire sauter une IAS prononcée contre la mauvaise personne. On découvre que l'IAS est parfois couplée à une obligation de pointage au commissariat. On découvre que parfois le commissariat est à proximité du stade et que la personne visée par l'IAS doit aller dans un autre commissariat. On imagine ce que cela pourrait donner avec une interdiction administrative de manifester, avec des files d'attente de non-manifestants devant des commissariats qui auront bien d'autres choses à faire. Monsieur le ministre, pourriez-vous informer la représentation nationale sur les évaluations qui doivent être faites des interdictions administratives de stade ? Proposition de loi orpheline, mal inspirée, cette loi anti-manifestants est aussi, si ce n'est surtout, dangereuse pour les libertés publiques. Elle contient un grand nombre de dispositions qui s'avéreraient extrêmement risquées si elles se retrouvaient entre les mains d'un parti non républicain. Pire, elle peut même donner de mauvaises idées à un parti républicain. Ainsi, l'article 2 crée une interdiction administrative de manifester dans une version plus répressive que la version sénatoriale. Cet article porte, selon nous, atteinte à la liberté d'expression collective des opinions et à la liberté d'aller et venir, à cause du pointage en commissariat déjà évoqué. Bien qu'elle soit contextualisée, la mesure de police administrative reposerait sur la seule constatation par le représentant de l'État dans le département ou le préfet de police d'agissements doublés d'un risque supposé de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et, a fortiori, pourrait s'appliquer à des manifestations non déclarées dont il a connaissance. Faute d'énoncer des critères suffisamment précis et restrictifs, la décision d'interdiction préventive de manifester sera laissée à la seule appréciation du préfet. Les garde-fous prévus dans le texte de l'article 2 présentent davantage un caractère formel en prévoyant dans certains cas que l'arrêté du préfet serait exécutoire d'office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation. En d'autres termes, le droit à un recours effectif devant le juge sera rendu impossible dans les faits. L'article 4 de la proposition de loi crée un délit passible d'une sanction d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende pour dissimulation du visage dans une manifestation. À la suite des travaux du Sénat visant à caractériser l'intentionnalité du délit, Madame Alice Thourot, rapporteure de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avait proposé d'apporter encore plus de précisions dans le but d'assurer la proportionnalité de la mesure. Mais en séance publique, l'adoption d'un amendement inversant la charge de la preuve a simplifié à l'excès et déséquilibré fortement le dispositif. L'article 4 de la proposition de loi viserait, outre des personnes qui seraient au sein de la manifestation, des personnes qui se trouveraient aux abords immédiats, alors que des troubles à l'ordre public ne sont pas en train d'être commis, mais seulement risquent d'être commis, et sans qu'un lien caractérisé soit établi entre le trouble et la personne qui dissimule seulement une partie de son visage. Pour que la loi qui pose une restriction aux droits garantis soit accessible aux citoyens, elle doit être précise et prévisible, de sorte que le citoyen connaît la règle qui lui est appliquée. Cette exigence de précision de la loi,
est le corollaire du principe de sécurité juridique et est inhérent à l'objectif d'intelligibilité de la loi. J'ai pour ma part du mal à imaginer ce que signifieraient en pratique, sur le terrain, les abords immédiats d'un parcours Bastille-République. L'article 6 bis a été inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale à la faveur d'un amendement de sa rapporteure, adopté au stade de l'examen du texte en commission des lois. Il complète la liste des obligations et interdictions auxquelles une personne peut être astreinte dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Il ajoute notamment l'interdiction de manifester sur la voie publique, dans certains lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Or, dans le droit en vigueur, le contrôle judiciaire peut d'ores et déjà comporter l'interdiction pour la mise en cause de se rendre dans certains lieux. L'article 6 bis est donc superflu. Par cette motion, notre groupe souhaite attirer l'attention du plus grand nombre de sénateurs sur les risques que ce texte comporte. En première lecture, de nombreux collègues de la majorité présidentielle avaient assumé leur choix et marqué leur opposition à ce texte. Nous leur donnons aujourd'hui l'occasion de réitérer cette affirmation de leur conviction. Le nombre de personnes interpellées au cours des manifestations récentes, comme la lourdeur des peines prononcées en comparution immédiate, indique que des réponses juridiques existent déjà. Je vous demande très solennellement, chers collègues, que nous assumions, que le Sénat assume son rôle de gardien des libertés publiques. Épargnons-nous ce texte inutile, imprécis et dangereux. Même contre les brutes, Monsieur le Ministre, même contre les vandales, même contre les ultraviolents, en suivant ce qu'avait dit le ministre Nunez quand il a rendu un avis défavorable en première lecture. Notre groupe, le groupe socialiste et républicain, estime et affirme que jamais le préfet ne pourra remplacer le juge. Merci. La parole est à Monsieur Christophe Priou contre la motion pour une durée de 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voulais évoquer devant vous l'origine de ce texte. Je fus témoin de violences politiques pendant des années, et ce bien avant novembre 2018, lors notamment des manifestations anti-aéroport de Notre-Dame-des-Landes. En effet, les centres-villes de Nantes et Rennes furent régulièrement dévastés, vandalisés par des groupes de casseurs ultra-violents et très organisés. Ces violences s'étalèrent sur de nombreuses années. Mais antérieurement également à ces années-là, je fus victime de cette violence politique poussée à son paroxysme, en vous précisant d'ailleurs que le 15 novembre dernier, j'ai été amené à faire un signalement auprès du procureur de la République pour de nouvelles menaces de mort. Je vais vous narrer un événement qui remonte au 24 novembre 2000. À La Baule, un colis piégé explosait au siège du syndicat intercommunal de la Côte d'Amour et de la Presqu'île guérandaise, dont j'étais alors président. Ce colis piégé a tué sur le coup un employé intercommunal qui l'avait manipulé. À l'époque, maire et conseiller général du Croisic, ce colis m'était adressé et destiné. Après plusieurs mois d'une rigoureuse enquête menée par la police judiciaire de Nantes, que je remercie encore pour son professionnalisme et son abnégation, 3 personnes furent arrêtées. Une 4e complice avait disparu car éliminée physiquement par les 3 autres. Ce groupe de militants d'extrême droite avait des relents néo-nazis. Il y eut 3 procès d'assises, un à Nantes, un appel à Rennes et un 3e à Versailles, puisque l'assassinat de leur complice fut dissocié de l'attentat au colis piégé. À chaque procès, 5 longues journées d'audience, si nécessaires pour établir la vérité. J'ai vu en ces instants, chez les policiers, chez les magistrats, chez les jurés populaires, la recherche de la vérité, parfois au confluent de la présomption d'innocence et de l'intime conviction. Mais la phrase qui m'a le plus marqué lors de ces longues semaines d'audience, prononcée par le principal accusé, reconnu coupable et qui avouera être le commanditaire du colis piégé lors du procès de Versailles et qui fut condamné à Nantes, Rennes et Versailles, chaque fois à 27 ans de réclusion criminelle. Je suis contre la violence gratuite, mais la violence politique peut se comprendre. En l'occurrence, l'ambition de ce personnage était de pouvoir être élu à ma place en 2001, lors des élections du printemps. Et seules des conditions particulières pouvaient le permettre et encore.
Ce scénario pourrait vous paraître simpliste, et pourtant il est le reflet de la philosophie et de la stratégie des extrêmes. Non, la violence politique ne se cautionne pas. Non, la violence politique ne s'excuse pas. La violence politique, elle se juge et elle se conjure. Car elle est trop souvent portée, fomentée par des idéologies d'extrême droite et d'extrême gauche, qui savent que pour renverser la démocratie fragile, il faut des conditions exceptionnelles. Et que ces conditions exceptionnelles, il faut les créer par la violence. Regardons derrière nous l'histoire du XXe siècle, du fascisme au nazisme, des brigades rouges à la bande Abadère en passant par Action Directe pour nous en instruire. Les enquêtes menées à bien, les décisions de justice rendues ne résolvent pas tout. Rien ne sera comme avant après ces faits-là. Vous vivez avec le remords de la chance coupable. Vous vivez à la fois avec la satisfaction du triomphe de la vérité, mais aussi avec le cours des choses irréversibles. Car on ne fait pas revenir à la vie, les morts d'aujourd'hui et les morts d'hier. De même, si on peut réparer les vivants, ça n'est souvent que partiel, et les mutilations qui taraudent traditionnellement et quotidiennement, tant physiquement que psychologiquement, ceux qui en sont victimes. C'est pour cela qu'il nous faut être préventifs, et ce texte-là l'est. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, dit-on. Du moins, cela renforce les convictions. Je n'ai jamais ressenti le sentiment de vengeance, ni invoqué la loi du talion. Opposant de toujours à la peine de mort, j'ai à Versailles, réuni en congrès le 19 février 2007, voté des deux mains pour que celle-ci soit inscrite dans la Constitution, comme le sont, soit dans la Constitution, soit dans la Déclaration des droits de l'homme, le droit de grève et le droit de manifester. Et qu'ensuite, après ce vote, comme l'immense majorité des parlementaires ce jour-là, une majorité qui tutoyait l'unanimité, je me suis levé pour faire une ovation debout au meilleur des orateurs de cette journée historique, celui qui fut garde des Sceaux, notre collègue au Sénat, et ce jour-là, porte-parole du groupe du Parti socialiste, M. Robert Badinter. Mes chers collègues, ce texte n'est en rien liberticide. Mes chers collègues, nous nous opposerons à cette motion, car l'âme de ce texte, c'est l'esprit de la République, cette République une et indivisible, la République des droits et devoirs, cette République au triptyque que le monde entier nous a emprunté chaque fois qu'il voulait faire émerger et vivre la démocratie. Ces trois mots, sculptés sur le fronton de nos bâtiments républicains et qui résonnent encore plus aujourd'hui dans cet hémicycle, ces trois mots, ce sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Vive la République, vive la France. Je demande l'avis de la commission. L'avis de la commission, Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. La Commission a émis évidemment un avis défavorable à l'adoption de cette motion tendant à opposer l'irrecevabilité. Alors, les interrogations soulevées par les auteurs de la motion sont légitimes, mais elles ne doivent pas nous conduire à remettre en cause le bien-fondé et l'utilité des dispositions de ce texte. Nous avons aujourd'hui besoin de nouveaux outils pour prévenir l'infiltration dans les manifestations de personnes dont l'unique objectif est de commettre des violences à l'encontre de nos institutions, de nos symboles et de nos forces de l'ordre. Ce texte n'a pas et n'a jamais eu pour objet de porter atteinte au droit de manifester. Ne nous méprenons pas. Ceux qui, depuis plusieurs semaines, nuisent à l'exercice du droit de manifester, ce ne sont ni les autorités, ni les forces de l'ordre, mais bien les casseurs. Cette proposition de loi vise uniquement à empêcher que ces individus, je dirais même ces délinquants, infiltrent les manifestations et prennent en otage des citoyens qui souhaitent exprimer pacifiquement leurs revendications. Les mesures qu'elle contient ne sont pas soumises à l'arbitraire, car toutes mesures de police administrative devront être mises en œuvre dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Je l'ai dit dans mon propos introductif. Chacune d'entre elles sera soumise au contrôle du juge administratif qui, je le rappelle, a démontré au cours des dernières années son rôle de protecteur des libertés. Je le répète, il ne s'agit pas d'une loi anti-manifestant, mais d'une loi anti-casseur. Donc, avis défavorable.
L'avis du gouvernement, monsieur le ministre? Très bien. La parole est à madame Assassi pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Mon groupe votera sans hésitation cette motion d'irrecevabilité, car l'équilibre, mes chers collègues, entre respect de la liberté et de manifester et respect de l'ordre public posé par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est manifestement rompu, et la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui le déclare est contredite. Cette déclaration, faut-il le rappeler au gouvernement et aux adeptes du nouveau monde de la République en marche, a pleinement valeur constitutionnelle puisqu'elle fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité. Le texte, dans sa globalité et non seulement article par article, offense l'article 10 du texte fondateur de 1789. L'addition des articles concernés, à l'exception du modeste article 1er, porte gravement atteinte à la liberté d'expression d'opinion dont le véhicule est justement le droit de manifester. L'article 2, en transférant à l'autorité politique le pouvoir d'interdire à une personne de manifester de surcroît sur l'ensemble du territoire et pour une durée maximum d'1 mois, ne pourra qu'être jugé non conforme à la Constitution. C'est inéluctable. L'article 4, qui sanctionne lourdement la dissimulation du visage, même partielle et sans élément intentionnel, ne respecte pas non plus les libertés fondamentales. L'article 6, sur les peines complémentaires, pose également de lourdes questions. Les modifications apportées par la majorité de l'Assemblée nationale au texte sénatorial ont provoqué un dérapage incontrôlé. La décision d'Emmanuel Macron de saisir lui-même le Conseil constitutionnel se rapproche de la sortie de route. Emmanuel Macron est piégé par un texte de circonstance qui visait à tenter de diaboliser le mouvement des Gilets jaunes pour tenter de reprendre la main à tout prix, a donc accouché d'un monstre juridique. Nous appelons solennellement le Sénat à prendre ses responsabilités en votant l'irrecevabilité. Et j'indique enfin que mon groupe souhaite s'associer à la saisine du Conseil constitutionnel qui est en cours de préparation, en rappelant que seuls 60 sénatrices et sénateurs peuvent exercer un tel droit. Merci. La parole est à madame Marie-Pierre de La Gontrie pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Dans cet hémicycle où le respect de la Constitution et le respect de la séparation des pouvoirs est un principe très important, et nous avons eu à le défendre encore récemment, je ne peux m'empêcher de revenir sur 2 points. Le premier, que je ne pensais pas aborder, est d'avoir eu la surprise de voir le ministre applaudir les propos de la personne de notre collègue qui a contesté l'exception d'irrecevabilité. J'indique que c'est assez étrange lorsque l'on veut respecter la séparation des pouvoirs. Le deuxième, j'ose espérer, chers collègues, que lorsque cela se produira dans d'autres circonstances, vous saurez rappeler aux membres du gouvernement quelle est l'attitude qu'il doit adopter. Au-delà, il s'est dit des choses car je ne désespère jamais de convaincre. Donc, il a été indiqué tout à l'heure, notamment par notre rapporteure, Madame Troendlé, mais aussi par le ministre, que ces dispositions n'étaient pas attentatoires aux libertés. Je souhaite rappeler tout de même que 2 points. C'est important car le Conseil constitutionnel va être saisi et donc nos débats vont être lus à la loupe. Et 2 principes, 3 même, sont violés. 1, la liberté d'aller et venir. 2, la liberté de manifester. 3, le droit au recours et à l'accès à son juge. Si je reviens sur ce point, c'est qu'il se dit des choses inexactes. Il est prétendu que ce texte permet l'accès au juge car, dans le cadre du référé liberté, le juge administratif peut être saisi. Mais ceux qui ici connaissent l'aspect judiciaire du droit administratif savent que le juge a 48 heures pour se prononcer. Donc voilà comment les choses vont se passer. Les préfets vont prendre des arrêtés d'interdiction. Peut-être certains saisiront le juge administratif. Mais le juge aura 48 heures pour se prononcer. Entre-temps, la manifestation aura eu lieu. Et si j'insiste sur ce point, c'est que je vous le dis, c'est là-dessus que le Conseil constitutionnel va être amené à se prononcer et c'est là-dessus que la loi sera censurée. Donc si je l'indique, c'est que, je le dis à nos collègues de la majorité du Sénat, ne soyez pas dupes de la manœuvre du président de la République.
Vous savez très bien, vous qui, et tout à l'heure, nous aurons l'occasion, je relirai vos déclarations à l'Assemblée et au Sénat. Vous êtes en désaccord avec la majorité des dispositions qui sont dans ce texte et vous pensez ainsi faire une mauvaise manière au gouvernement, alors qu'en réalité, vous lui servez un texte inconstitutionnel sur un plateau. Donc, encore une fois, soyez vigilants et rejoignez-nous dans le vote pour cette exception d'irrecevabilité. Merci. Je rappelle que ce sont là des explications de vote de groupe, pour les groupes qui le souhaitent. Donc, M. Grosdidier, c'est au nom des Républicains. Allez-y. Non, mais je vous donne la parole. Merci. Écoutez, ce qui est surprenant dans les positions des groupes de gauche dans cette affaire, c'est qu'ils s'opposent sans rien proposer. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui devant une situation qui a plus que confirmé le constat que nous avions fait avant les manifestations de Gilets jaunes, lorsque le président Retailleau et notre groupe avaient fait cette proposition de loi. Je rappelle qu'elle n'est pas de circonstance en ce qu'elle a largement précédé le mouvement des Gilets jaunes, mais elle a été confirmée par ce mouvement où nous avons vu quoi? Des groupes d'extrémistes, de droite ou de gauche, et quand c'est à Paris, souvent des voyous de droit commun qui s'intègrent dans les manifestations pour les dévoyer, qui menacent le droit de manifestation et qui pratiquent systématiquement les violences contre nos forces de l'ordre et se livrent à des actions de vandalisme autant qu'ils le peuvent. Alors ce phénomène, on le prévient ou on ne le prévient pas en sachant qu'il existe. Or, on a vu les difficultés du gouvernement et des forces de l'ordre à juguler ces derniers mois ce phénomène que nos concitoyens ne peuvent pas accepter, qu'il s'agisse des forces de l'ordre, mais aussi des commerçants victimes ou de l'ensemble des citoyens ou même des manifestants qui veulent pouvoir continuer à manifester pacifiquement. Et qu'est-ce qu'a proposé, jusqu'à présent, qu'ont proposé les groupes de gauche dans cette Assemblée? C'est la semaine dernière de retirer aux forces de l'ordre les armes non létales. C'est votre seule proposition pour juguler le phénomène. Eh bien, nous pensons précisément qu'il faut à la fois prévenir, qu'il faut prévenir à la fois en interdisant les manifestants dont on sait qu'ils ont des comportements violents, les empêcher de se cagouler et les rendre passibles d'autre chose qu'une peine de 35 € qui les fait plus risquer un mauvais stationnement que le port de la cagoule, de pouvoir sanctionner et derrière de pouvoir engager la responsabilité pour appliquer le principe du casseur-payeur. C'est le moins qu'on doit faire aujourd'hui et ce n'est pas une loi de circonstance, c'est une loi qui adapte notre droit à des situations nouvelles et des situations qui, hélas, sont durables et pérennes. Donc il y a une demande de scrutin public. Alors, vous n'avez rien laissé là. Voilà, je viens de l'avoir. Donc, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste et républicain. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable. L'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Voici le résultat du scrutin numéro 63. Sur la motion numéro 1, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 344, nombre de suffrages exprimés 332, pour l'adoption 90, contre 242. Le Sénat n'a pas adopté. Article 1er. Et là, j'ai quelques demandes de parole sur article. Et nous commençons par Monsieur François Bonhomme. Oui, certains m'ont questionné en aparté sur comment le temps s'organise. À 20h, si ce n'est pas fini, on lève la séance, on la reprend à 21h30. Ça peut être fini, mais ça, c'est entre vos mains. Monsieur François Bonhomme, pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette proposition de loi comporte deux volets, l'un préventif, l'autre répressif. Je souhaiterais d'abord souligner l'importance du volet préventif dans la mise en œuvre d'une politique de maintien de l'ordre efficace et adaptée.
L'article 1er permet de renforcer les actions de prévention des forces de l'ordre, ce qui est une nécessité absolue. Chacun sait que nous sommes, et ça ne date pas de quelques mois ou quelques semaines, confrontés régulièrement à des formes graves de violence auxquelles l'état actuel du droit ne permet pas de répondre dès lors qu'il rend impossible l'interpellation au plus tôt de ceux qu'on appelle les casseurs. Ces casseurs professionnels ou cagoules noires affaiblissent notre République et même instrumentalisent le droit de manifester pour agresser, pour saccager, pour piller tout ce qui peut ressembler, en tout cas à leurs yeux, à un symbole de l'État capitaliste et policier. Combien de nos concitoyens, y compris peut-être et surtout d'ailleurs ceux qui veulent manifester pacifiquement, ont été effarés devant le déferlement de violence de groupes organisés, armés de tout ce qui leur permet de casser. Je précise que ces phénomènes de Black Bloc, c'est-à-dire de groupes organisés, anonymisés, au mode d'action violent revendiqué, ne datent pas de quelques mois. Ce n'est donc pas une loi de pure circonstance, contrairement aux propos qui ont été tenus précédemment. Sauf à ne pas vouloir considérer que ces groupes anarcho-libertaires, qui se trouvent ici et là depuis une vingtaine d'années, ne cherchent qu'une chose, détruire, indépendamment de l'objet de la contestation. Ce n'est pas seulement de la naïveté ou une vision irénique que de croire le contraire, c'est faire preuve d'un aveuglement idéologique. Tout législateur responsable se doit de pallier aux lacunes et aux manquements du cadre juridique actuel en dotant nos forces de l'ordre de nouveaux moyens de droit pour prévenir les violences dans les manifestations. Cet article propose donc des mesures de police administrative fortes qui permettront de conférer à l'autorité administrative de nouveaux instruments destinés à prévenir le plus en amont possible l'infiltration des manifestations pacifiques par des groupuscules ultra-violents. Il s'agit là d'une mesure de bon sens qui permettra d'éviter l'introduction dans les manifestations de tout objet susceptible de constituer une arme par destination, et ce, dans un objectif de protection des citoyens. Je veux ici saluer aussi nos policiers et nos gendarmes qui doivent exercer leur mission dans des conditions de plus en plus difficiles et de plus en plus harassantes. Ces mesures donc introduites par cet article sont fortement attendues par nos forces de l'ordre comme par nos concitoyens qui attendent du législateur une action rapide, ciblée et déterminée. Merci. La parole est à Madame Marie-Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur cet article, nous sommes vraiment dans ce qu'un expert du groupe LR à l'Assemblée appelle, a décrit comme étant du bricolage législatif. Cet expert, c'est notre collègue Éric Ciotti, expert en législation et pas en bricolage. Pourquoi? Et c'est là que la position du groupe LR ici, moi, me plonge dans des abîmes de perplexité. Vous aviez imaginé compléter le dispositif actuel du Code de procédure pénale, savez sa cohérence, par des dispositions de droit administratif, c'est-à-dire confier au préfet des possibilités de fouilles, etc., etc. Très bien, nous étions contre, mais vous aviez votre logique. À l'Assemblée, il a été décidé, finalement, de changer de terrain et de passer sur le terrain des réquisitions judiciaires. Terrain sur lequel, d'ailleurs, des dispositions existent déjà, ce qui a été expliqué notamment par Éric Ciotti lors de l'examen au Parlement. Donc aujourd'hui, je vous entends les uns et les autres dire que tout ça est formidable. Vous découvrez finalement que ce que vous ne vouliez pas lorsque c'est venu au Sénat, mais qui a été voulu par l'Assemblée, est formidable parce que vous êtes dirigé totalement vers l'idée de faire un mauvais coup, ou plutôt un coup complice avec le gouvernement et de faire voter cette loi, sauf que ce n'est absolument pas ce que vous vouliez. Et d'ailleurs, ça n'apporte rien au droit positif parce que le Code de procédure pénale prévoit déjà des modes de réquisition judiciaire permettant toute une série d'interventions. Ici, il s'agit des fouilles, sujet sur lesquels d'ailleurs j'indique que le président de la République lui-même a considéré que l'affaire était un peu délicate et qu'il y avait nature à saisir le Conseil constitutionnel. Donc, nous, groupe socialiste, nous renvoyons le groupe LR à ses propres contradictions, à ses changements de pied entre première et deuxième lecture. Mais au groupe socialiste, nous étions contre votre version de première lecture. Nous sommes contre la deuxième version qui a été imaginée à l'Assemblée nationale et nous voterons donc contre cet article. Monsieur François Grosdidier pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Écoutez, au cours de cette discussion générale, on a quand même entendu beaucoup d'exercices rhétoriques sur les libertés de manifester menacées, alors que ce texte répond d'abord à la nécessité pratique pour protéger
le droit effectif de manifester pacifiquement. Alors il faut empêcher les casseurs, les extrémistes, les violents de s'introduire systématiquement dans les manifestations pour les détourner. Et on s'est inspiré effectivement des dispositions qui ont très bien fonctionné pour limiter le hooliganisme qui aujourd'hui est un phénomène plutôt ancien, parce qu'on a empêché les hooligans, qui n'étaient pas des vrais amateurs de foot, de pénétrer dans les stades. Alors effectivement, un stade, c'est facile à matérialiser, c'est matérialisé, et donc notre idée initiale était de définir un périmètre, et en le faisant définir par le préfet, comme c'est le cas pour les périmètres, notamment des contrôles de prévention des attentats. Alors l'Assemblée nationale a eu l'idée d'abord d'une référence plus souple à la manifestation à ses abords immédiats, qui d'ailleurs présente des avantages pratiques, parce qu'une manifestation est le plus souvent mobile et pas statique, et que notre propre définition aurait pu s'avérer trop rigide. Et ensuite a décidé de remplacer l'arrêté préfectoral par une réquisition du procureur. Alors je m'étonne, ma chère collègue, que vous jugiez ça une contradiction. C'est vous qui êtes en contradiction avec vos propres positions, puisque vous nous avez expliqué à longueur de discours que nous donnions le pouvoir au préfet, que c'était un scandale, et qu'il fallait le donner aux magistrats. Là, précisément, on donne le pouvoir aux magistrats, et c'est vous-même qui êtes en totale contradiction. Je crois que la bonne foi est de notre côté, peut-être pas du vôtre, en l'occurrence, mais c'est pour ça que c'est avec de toute notre conviction que nous ferons un vote conforme. Très bien. Donc, maintenant, nous allons examiner les amendements à cet article. Avec l'amendement numéro 19, c'est Madame Assassi qui le présente? Non? Oui, Madame Brulin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Pour notre part, nous proposons la suppression de cet article, puisque les dispositions contenues dans cet article n'apportent finalement aucune plus-value au droit existant. Aujourd'hui, les officiers de police judiciaire ont toute liberté, sous contrôle du procureur de la République bien évidemment, de procéder à des fouilles de bagages et de véhicules en vue d'identifier les auteurs de troubles à la sécurité des biens ou des personnes, ou pour prévenir les dits troubles. De fait, la recherche d'armes est déjà couverte par le Code de procédure pénale par l'article 78-2-4, couplé à l'article L. 315-1 du Code de la sécurité intérieure. Cette disposition remplit tous les impératifs de sécurité. Cet article vise en fait à criminaliser la liberté de manifester en mettant sur un même plan la manifestation et l'acte de terrorisme, car c'est en effet la législation antiterroriste qui est ici calquée. Autre problème que soulève cet article, c'est son application aux armes par destination. De fait, il faut rappeler que la caractérisation d'armes par destination n'implique pas une faculté et une présomption d'un détournement d'un objet, mais résulte de la constatation du fait ou d'une preuve tangible d'une intention de détournement. Car à ce compte-là, je ne vois pas quel objet du quotidien ne pourrait constituer une arme par destination. On est donc là loin de la rhétorique, mais de manière très concrète, une hampe de drapeau ou de banderole ne deviendrait éventuellement une arme par destination qu'au moment où il serait éventuellement, là encore, prévu de s'en servir pour adresser des coups à un individu ou pour détruire une vitrine. Or, l'esprit même de l'article 1er pourrait modifier ce paradigme et faire de cette hampe une arme par destination à toute heure, en tout lieu et en toute occasion. Vous comprenez bien qu'on est face à une tentative de vider de son sens le principe même d'arme par destination, au point de le rendre totalement inopérant, tout en créant une suspicion généralisée à l'encontre de manifestants mis sur le même plan que des délinquants ou des criminels. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article. Merci. L'avis de la commission, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement de suppression de l'article 1er. La création d'un nouveau régime de contrôle de police judiciaire spécifique aux manifestations présente un intérêt opérationnel majeur, je vous l'ai déjà expliqué, et ce pour les forces de l'ordre, dans la mesure où il offrira beaucoup plus de souplesse pour l'organisation des dispositifs de contrôle. La commission des lois a en conséquence décidé de souscrire à la rédaction de l'article 1er dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale. Donc avis défavorable. Monsieur le ministre, votre avis? C'est le même avis.
Et j'ai des demandes d'explication de vote. Monsieur Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, c'est à vous que je m'adresse parce que c'est une proposition de loi qui a été soutenue par votre gouvernement et à un moment donné, il faudrait l'assumer. Et vous nous aviez dit que tout à l'heure, vous aviez participé à des manifestations. Manifestement, c'est une expérience un peu ancienne et oubliée. Parce que si, comme moi, vous aviez participé aux dernières manifestations sous le précédent mandat contre un gouvernement que vous défendiez et contre une loi que vous avez votée, monsieur le ministre, vous auriez su que pour parvenir aux manifestations, nous avons été systématiquement fouillés. Donc ce que vous nous présentez ici aujourd'hui comme une mesure qui va régler absolument tous les problèmes, je suis au grand regret de vous dire que c'est une pratique qui est récurrente maintenant depuis 3-4 ans. Voilà. Et à propos de la fouille des sacs et des armes par destination, moi je suis fragile des yeux, je me suis rendu sur certaines de ces manifestations avec dans mon sac des lunettes de piscine et du liquide physiologique qui m'ont été supprimés parce qu'il s'agissait d'armes par destination. Donc voilà pour vous donner non pas une vision rhétorique comme le dit mon collègue Grosdidier, mais une expérience pratique de quelqu'un qui dans ces manifestations s'est vu imposer des mesures dont aujourd'hui vous nous dites qu'elles vont absolument résoudre tous les problèmes. Merci. Monsieur Lecomte, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Sur cette question que nous propose l'article 1, si on regarde déjà, finalement, notre collègue Pierre Ouzoulias précise qu'il est déjà possible de tout vérifier lorsque des personnes ont l'intention de se diriger vers une manifestation et de regarder ce qu'ils transportent. Donc finalement, ceci ne serait inutile. Sauf que la rédaction est un peu différente et que finalement, on donne de nouveaux pouvoirs au procureur de la République de limiter la liberté d'aller et venir. Et finalement, sur ce sujet, nous savons depuis déjà longtemps que notre parquet est quand même sous viseur de la Cour européenne des droits de l'homme, compte tenu de son lien organique avec la chancellerie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu en 2013 un projet pour réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait sur ce plan. Donc nous avons un lien organique entre le parquet et puis la chancellerie. Donc, de ce point de vue, il n'est pas possible de considérer aujourd'hui, et la France a déjà été condamnée pour cela plusieurs fois, de considérer que le parquet est suffisamment indépendant pour assurer et garantir la liberté d'aller et venir dans des conditions correctes. C'est la raison pour laquelle il n'est pas convenable, sans réforme du parquet, de continuer à donner de nouvelles prérogatives au procureur en matière de garantie des libertés individuelles. Et parce que c'est donc contraire à parce que le parquet mérite une réforme, parce que sur le fond les dispositions existent déjà, nous ne pouvons pas souscrire à cet article 1er et donc nous voterons cet amendement. Bien, donc nous allons passer au vote. 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Et il y a un amendement numéro 12 présenté par Monsieur Grand. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, Madame le rapporteur. Cet article rend possible l'inspection visuelle des bagages et la visite de véhicules aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction de participer à une manifestation ou une réunion publique en étant porteur d'une arme. Sur réquisition écrite du procureur de la République et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, il autorise les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints de la police et gendarmerie nationale à les assister pour ces contrôles. À l'origine, la proposition de loi sénatoriale prévoyait également la possibilité que des agents de sécurité privée ou des agents de police municipale puissent également les assister. Cette possibilité a été supprimée en première lecture par notre commission des lois.
Si le maintien de l'ordre ne figure pas dans les missions des policiers municipaux, ils sont régulièrement appelés en renfort sur des missions de sécurisation, notamment lors de manifestations des Gilets jaunes en province, et je pense en particulier au rond-point. Troisième force de sécurité, les policiers municipaux voient la mutation de leur profession avancer très lentement par étapes successives, caméras piétons, munitions, accès aux fichiers, etc. Conscient de la nécessité d'un vote conforme, naturellement, je retirerai cet amendement, mais je souhaitais néanmoins évoquer leur situation en espérant que le projet de loi de transformation de la fonction publique sera l'occasion de renforcer leur formation pour ensuite leur permettre d'assister la police et la gendarmerie, toujours avec l'accord du maire, lors de telles opérations. Je profite, Monsieur le ministre, d'avoir le micro pour vous dire qu'une des conséquences que nous ne pouvons ignorer et que vous n'ignorez pas de ces manifestations du samedi et des troubles, c'est que dans la région de Montpellier, et singulièrement à l'est de Montpellier, dans nos communes, nous avons les cambriolages qui ont augmenté de plus de 45%. Voilà pourquoi il est temps que tout ça s'arrête pour qu'enfin on puisse reprendre nos habitudes de sécurité et de lutter contre les cambriolages et toutes les agressions qui aujourd'hui sont constatées malheureusement. Très bien. Votre avis, Madame la rapporteure? Oui, Monsieur le Président, Monsieur Grand, ayant déjà annoncé qu'il allait retirer son amendement, je voudrais quand même lui préciser que lui, il souhaiterait une extension de la possibilité accordée aux agents de police municipale pour effectuer des contrôles de bagages, de véhicules dans le cadre d'une manifestation. Alors, pour nous, cette extension ne paraît pas souhaitable pour des raisons tout simplement opérationnelles, Monsieur Grand. Compte tenu de l'évolution rapide des événements lors des manifestations, ces agents pourraient en effet se trouver pris à partie dans des opérations de maintien de l'ordre et ce sont des missions pour lesquelles ils ne sont ni formés ni autorisés à intervenir. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter votre amendement. Mais vous avez précisé que vous allez le retirer. Oui, d'ailleurs, comme il annonce avant qu'il le retire. Oui. Monsieur le ministre, votre avis? Pardon, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Je partage la réponse qui a été portée par la rapporteure, mais je voudrais préciser qu'en plus, on a une contrainte d'ordre constitutionnel. De fait que, par modification à l'Assemblée nationale, on a placé ce processus sous l'autorité d'un procureur et donc du ministère de la Justice. On a une décision du Conseil constitutionnel qui est claire de 2011, du 10 mars 2011, et qui prévoit qu'il n'est pas possible, dès lors qu'on est dans un cadre judiciaire, de solliciter des polices municipales ou des sociétés privées pour l'exécution d'un cadre judiciaire. Donc pour des raisons constitutionnelles, en plus, nous aurions un problème. Très bien. Et M. Grand le retire. Et donc, nous passons au vote de l'article 1er dans son ensemble. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous passons à l'article 2, avec à nouveau des demandes de parole sur article. Et nous commençons par Madame Marie-Pierre de la Gontrie pour le... vous étiez inscrit, donc hop, j'enlève. Et d'ailleurs, vous êtes inscrit sur les autres. Non, ça ne se passe pas, les paroles, elles sont nominales. Monsieur Guillaume Gontard. Ah, non, mais je ne comprends pas ce que tu... Parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Les épisodes violents que connaissent certains mouvements sociaux ne justifient pas tout. En tant que législateurs, nous avons le devoir de ne pas céder face à l'urgence du moment, aux passions de l'instant. Légiférer, c'est faire la part des choses, c'est mettre de la distance entre l'actualité et la loi au nom de l'intérêt général. Les unes de la presse et les JT passent et s'enchaînent, mais le droit, lui, reste. Je me permets de vous alerter car ces lois de circonstances s'accumulent, se superposent et affaiblissent peu à peu notre état de droit. Répondre à la violence par la violence, à la révolte par des lois autoritaires, c'est rentrer dans le jeu de ceux qui défient l'État, qui accusent notre démocratie d'hypocrisie et de posture lorsqu'elle se revendique comme rempart des droits humains. Une démocratie qui a recours à des lois liberticides pour se défendre prend le risque de perdre son fondement. La manifestation est indissociable de notre histoire. Elle a permis l'avènement de la République en 1789 et celui de la démocratie en 1848. Elle est le terreau des conquêtes sociales, notamment celles de 1936 ou de 1968. Elle a accompagné la libération de Paris, les victoires de la France en Coupe du Monde ou le profond soutien à la liberté de la presse et la République en 2015. La manifestation est consacrée par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui en fixe d'ailleurs la limite encadrée par la loi de 1935.
L'article 2 fait une interprétation beaucoup trop zélée de la notion de trouble à l'ordre public, mentionnée par la Déclaration des droits de l'homme, et ne respecte vraisemblablement pas nos droits constitutionnels. En permettant de sanctionner a priori des manifestations sur la base de simples soupçons, il ouvre le règne de l'arbitraire et piétine les libertés publiques. En confiant à une autorité administrative plutôt qu'à une autorité judiciaire la charge de déterminer une sanction, il contrevient à la séparation des pouvoirs et aux garanties prévues par l'ordre judiciaire. En désignant subjectivement qui a le droit de manifester ou qui ne l'a pas, cet article est un redoutable outil pour réduire les oppositions politiques au silence, outil qui n'a pas sa place dans un régime démocratique. Chers collègues, dans les lettres persanes, Montesquieu disait ironiquement qu'il ne fallait toucher à la loi que d'une main tremblante. Il est parfois bon de prendre cette recommandation au pied de la lettre. D'ailleurs, même la main de Jupiter tremble, puisqu'inquiet, il envisage de saisir le Conseil constitutionnel pour nettoyer cette future loi de ses scories autoritaires. Le Parlement se grandirait à éviter le ridicule d'un tel scénario. Alors oui, défendons la démocratie et la République. Madame Esther Benbassa, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Et par la loi du 8 juin 1970, le gouvernement de Chaban-Delmas appelait à réprimer les participants et organisateurs de rassemblements. Ce texte de loi avait été jugé liberticide et abrogé par le président Mitterrand. Force est de constater que l'histoire bégaye et que la mesure revient à l'ordre du jour. L'article 2 que nous examinons tend à autoriser les préfets à prononcer des interdictions de manifester pouvant être assorties d'obligations de pointage à l'encontre de toute personne susceptible de représenter une menace pour l'ordre public. La mesure permettrait donc d'empêcher, voire de retenir certains individus de se rendre aux manifestations à titre préventif et sans qu'aucune condamnation pénale n'ait été prononcée à leur encontre. Dans un premier temps, cet article porte atteinte au principe de l'égalité des délits et des peines. Comment, en effet, les autorités préfectorales pourraient-elles juger de la culpabilité d'un individu et prononcer des mesures attentatoires à la liberté d'aller et venir au regard de prétendues menaces? Cette mesure illustre la frénésie sécuritaire qui atteint l'exécutif. Elle n'est qu'un instrument dangereux qui ouvre la voie à l'arbitraire. L'Assemblée nationale a ensuite complété le dispositif par une énième disposition liberticide, celle d'étendre la mesure d'interdiction de manifestation pour la personne à l'ensemble du territoire national pour une durée pouvant aller jusqu'à 1 mois. Cet ajout apparaît totalement disproportionné et non justifié par la nécessité de sauvegarde de l'ordre public. La nouvelle rédaction de cet article a été décriée par l'opposition, mais aussi Monsieur le Président Macron lui-même semble être pris de doute puisqu'il a préféré saisir le Conseil des sages pour en vérifier la constitutionnalité. Chers collègues, vu que cette mesure particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales n'a pas sa place dans notre État de droit, nous espérons sa censure par le Conseil constitutionnel. Pour ces raisons, nous nous opposerons à ce texte. Merci. La parole à Monsieur François Grosdidier pour le groupe Les Républicains. Merci. Légiférer, c'est certes mettre de la distance, mais certainement pas une distance stratosphérique en se situant dans un autre monde. Les casseurs ne sont pas un épiphénomène purement ponctuel, comme semblent le considérer ceux qui jugent là une loi de circonstance. C'est un phénomène profond, récurrent, qui devient même permanent. Et le propre de la loi, c'est de s'adapter à une société qui change, sans quoi la loi devient lettre morte. Alors, on entend tout et n'importe quoi. Non, avec cette loi, nous n'attentons pas la liberté de manifester, un droit fondamental garanti par la Constitution et par les traités européens internationaux. Rappelez quand même, qui est visé par cet article? Tous les citoyens? Non. Tous les opposants? Non. Seulement les personnes qui, par leurs agissements,
à l'occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi qu'à des dommages importants aux biens ou par la commission d'un acte violent à une de ces manifestations. Et le texte précise bien que la mesure doit être proportionnée et le juge administratif opère un contrôle très strict de cette proportionnalité. Alors il faut être dans le déni de réalité, dans l'aveuglement idéologique ou dans la mauvaise foi la plus totale pour prétendre que cette interdiction pourrait toucher des militants pacifiques à raison de leurs convictions. Il faut aussi mépriser le juge administratif pour penser que de tels abus de droit ne seraient pas sanctionnés. Merci. La parole à Monsieur Yves Dedini, du groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je condamne sans ambiguïté toutes les formes de violence. Comme vous, j'ai été choqué par les images de policiers agressés, de symboles attaqués, de commerces vandalisés. J'ai vu des gens animés d'un pur désir de destruction qui doivent être réprimés. Mais on ne peut juger du droit de manifester à la seule aune des débordements qu'il peut entraîner. Les délits et les crimes doivent être punis, mais il n'y a plus de démocratie si le préfet les présume pour interdire l'exercice d'une liberté. Cette loi, et l'article 2 en particulier, vise les gilets jaunes sous prétexte de juguler les casseurs que le droit pénal ordinaire autorise déjà à réprimer. Ce texte limite les manifestations, pas les actes violents. Il intimide le citoyen et non le délinquant. Le progressisme affiché n'est sûrement pas du côté des libertés publiques. Il est alimenté par un courant hostile aux libertés qui s'appuie sur chaque débordement particulier pour demander la suppression d'une liberté en général. Presque, hélas, la mode est aujourd'hui d'accueillir la liberté avec sarcasme, de la regarder comme un fossile. La contradiction politique entre la lutte revendiquée par le gouvernement contre le populisme et cette loi est stupéfiante. Je vous remercie. Monsieur Loïc Hervé, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'intérêt des travaux parlementaires, c'est de pouvoir, le cas échéant, permettre au juge administratif, quand il aurait à juger d'un cas, de l'esprit dans lequel la loi a été écrite. Et si par hasard, miracle ou d'aventure, l'article 2 passait sous les fourches codines du Conseil constitutionnel sans encombre, alors le juge administratif peut-être se pencherait sur les travaux du Sénat. Donc je voulais épargner dans la discussion générale, mais je vais vous lire l'alinéa 2 de l'article 2. Donc le texte qui est proposé par l'Assemblée nationale et que certains de nos collègues souhaitent que nous adoptions. Lorsque par ses agissements à l'occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes, il faut prendre son souffle parce que il n'y a pas de point, ainsi qu'à des dommages importants aux biens ou par la commission d'un acte violent à l'occasion de l'une de ces manifestations, une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Le représentant de l'État dans le département ou à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l'objet d'une déclaration dont il a connaissance. Bien. Alors, Monsieur le Ministre, moi j'ai des questions et vos éclairages permettront d'éclairer demain peut-être le juge administratif. Agissement, ça veut dire quoi? Dans le code pénal, il est cité 7 fois. Et non, mais je le dis, dans le code pénal, on est bien en droit administratif, Monsieur le Ministre, je suis bien conscient, Monsieur le Ministre Richard, mais dans le code pénal, qui est un droit réputé précis, le mot agissement est cité 7 fois. Dans ces 7 fois, il fait allusion à des incriminations pénales circonscrites, extrêmement précises. Et donc, pour le coup, à quoi on fait allusion? Si on prend le Larousse, agissement, ça veut dire manière d'agir, façon d'agir. Et si on prend les homonymes, ça veut dire
manœuvre, intrigue. Que je sache, je ne savais pas que le droit administratif ou le droit pénal doivent sanctionner des manœuvres ou des intrigues. Et enfin, j'aimerais avoir une précision sur savoir si les agissements sont en lien avec une personne ou avec les circonstances d'une manifestation. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Bonnecarrère. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons un problème de violence dans les manifestations. Nous n'avons pas un problème de manque de loi contre les violences dans les manifestations. Défendre la République, l'ordre public républicain, la démocratie, qui sont des points que nous avons entendus ce soir, sont des responsabilités que chacun de nous assume. C'est par exemple l'ensemble des mesures prises contre le terrorisme. Notre sujet est de savoir si nous avons aujourd'hui les moyens de lutter contre les violences dans les manifestations. Notre police et notre justice ont, à mon sens, les moyens d'agir et de maintenir l'ordre républicain. Elles le font. Les interpellations ont lieu. 2000 manifestants, ce qui n'est pas un petit chiffre, ont fait l'objet d'une judiciarisation lors des épisodes successifs dits des Gilets jaunes. Et le juge pénal a la possibilité de sanctionner des auteurs de violences d'une interdiction de manifester ou de déplacement dans le cadre des peines dites complémentaires au titre de l'article L131-10 du Code pénal. En résumé, je doute que le texte proposé apporterait dans la pratique l'efficacité que vous lui prêtez. Nous sommes devant un texte de circonstance sur un sujet qui n'est pas comparable à la lutte contre le hooliganisme et dont il est difficile de soutenir la constitutionnalité. Pour aller maintenant à l'essentiel, une loi se doit d'être intemporelle et il pourrait être fait demain un mauvais usage de l'interdiction préventive de manifester. Plus fondamentalement, j'attends de nos institutions, premièrement, de la fermeté sur les sujets régaliens, Monsieur le Ministre, mais je crois aussi que l'idée qui prévaut de plus en plus en Europe, que notre sécurité serait mieux protégée en acceptant de renoncer à une partie de nos libertés, est une mauvaise chose pour notre démocratie. Monsieur Ouzoulias, vous avez la parole. Monsieur Durin, pardon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, avec cet article 2, on est au cœur du texte dont nous débattons. Un débat d'ailleurs qui est un savant mélange entre beaucoup d'idéologie, c'est ce qui nous est proposé ici, et beaucoup de calculs politiques, c'est ce vote conforme dont on nous parle depuis tout à l'heure. Je voudrais relever quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Le terme lâcheté a été utilisé par un des orateurs un peu plus tôt. On aurait pu faire un rappel au règlement, mais je trouve ça très très déplacé. Parce qu'ici, nous n'employons pas sur ces bancs le ton martial. Alors on n'a pas parlé de hordes barbares, de vandales, de brutes, d'ultra-violents. En revanche, il ne manquera personne pour condamner toutes les violences et exiger la plus grande sévérité. Et il ne manquera personne pour soutenir les forces de l'ordre. Deuxième point que je voulais aborder, c'est ce que dit Jacques Toubon ce matin. Et ça mérite quand même qu'on s'y attarde. Il s'inquiète, il s'interroge sur le nombre jamais vu d'interpellations et de gardes à vue intervenus de manière préventive lors de certaines manifestations. Ce qui prouve, comme vient de le dire notre collègue Bonnecarrère, que le droit existant suffit. Il s'interroge sur le fait que des directives des autorités semblent s'inscrire dans la continuité des mesures de l'état d'urgence. C'est ce que disait à l'instant Jean-Yves Lecomte. Que finalement, le régime d'exception empoisonne progressivement le droit commun. Et enfin, que ce qui se passe en ce moment contribue à poser les bases d'un nouvel ordre juridique fondé sur la suspicion, au sein duquel les droits et libertés fondamentales connaissent une certaine forme d'affaissement. Il existe tout ce qu'il faut. Il existe tout ce qu'il faut pour lutter contre les violences et les casseurs. Arrêtons de nous embarrasser avec des sujets qui sont périphériques et qui sont dangereux. On ne le répétera jamais assez fort. On invoque le dispositif anti-hooligan, l'interdiction administrative de stade, comme si c'était un précédent magnifique. Il n'a pas été évalué et les exemples qu'on a pu donner tout à l'heure, les exemples que nous donnent les supporters sont inquiétants. Parce qu'une disposition administrative, elle est parfois un petit peu rapide, un petit peu aléatoire, et pour attendre qu'elle cesse de produire des effets,
la justice, elle, ne sera pas présente et les gens subissent des contraintes qui sont extrêmement lourdes dans leur vie quotidienne. Enfin, les juristes se délectent sans doute à l'avance des circulaires qui vont tomber pour mettre en application ces articles, parce qu'il y a tellement de flou, notamment les agissements, comme l'a bien relevé notre collègue Loïc Hervé, que tout ça nous paraît bien aléatoire, bien trop dangereux. Monsieur Laménie, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est vrai, il y a beaucoup de participants, mais je crois que c'est des sujets quand même extrêmement importants. Et je dirais sur cet article 2, comme tous les articles sont importants, et sur cet article 2, où après il y a des amendements de suppression, mais je crois qu'il faut maintenir naturellement cet article, et je respecterai aussi le travail des collègues de la commission des lois qui se sont investis aussi sur des sujets particulièrement sensibles. Sur cet article, notamment, sont évoquées les décisions que peuvent prendre les préfets, les représentants de l'État. De l'autre côté, je crois qu'il faut aussi faire confiance à notre administration. Il y a aussi une part d'appréciation, de bon sens aussi. De l'autre côté, ces articles comme cet article a aussi le mérite aussi de poser des problèmes essentiels en termes de sécurité intérieure, et aussi avoir aussi la notion de respect de toutes nos forces de sécurité. Sécurité intérieure, que ce soit nos gendarmes, nos policiers, la sécurité civile, nos sapeurs-pompiers, on le voit aussi dans d'autres domaines, nos militaires, dont je crois il faut aussi réellement pouvoir soutenir. De l'autre côté, dans le respect des manifestations, mais pas n'importe quelle forme de manifestation, dans la paix, le respect et la sécurité aussi des personnes et la sécurité des biens naturellement aussi. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut réellement faire confiance aussi à l'ensemble de nos administrations, j'irais pour apprécier et surtout lutter contre les casseurs. Je crois que c'est aussi l'objet de ce texte. Et naturellement, je soutiendrai l'avis de la commission des lois. Donc nous passons à la discussion des amendements de cet article. Il y en a deux identiques pour commencer, deux amendements de suppression. Le premier, Monsieur Durin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais aller à l'essentiel. La décision d'interdiction préventive de manifester est par trop discrétionnaire. Ça a été relevé par les orateurs précédents, je ne m'y attarde pas. On voit bien que les éléments objectifs sur lesquels peut s'appuyer le préfet pour cette interdiction sont trop larges, sont trop aléatoires, et donc amènent la possibilité d'interdictions qui sont parfois arbitraires, on l'a dit. Deuxième argument, les conséquences de la mesure administrative d'interdiction elles-mêmes sont disproportionnées. L'obligation de pointage ainsi que l'interdiction de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'1 mois, tout cela paraît manifestement excessif. Et puis, s'agissant des garde-fous, les garde-fous, ils sont très putatifs, puisque le droit au recours effectif devant le juge est, dans les faits, impossible. Donc, pour toutes ces raisons, la suppression de cet article scélérat nous paraît la meilleure chose. Très bien. L'amendement numéro 20, c'est Madame Apoursopoli. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas donc la première fois que le législateur tente donc de contraindre les libertés constitutionnelles par la voie administrative. On connaît bien évidemment les IAS fortement contestés plus de 10 ans après leur instauration, y compris sur le plan du droit. On se rappelle aussi que certaines et certains ont voulu l'étendre aux frondeurs dans les transports en commun. Il me semble essentiel de revenir sur 2 points précis: le dévoiement déjà prévisible du dispositif et son atteinte aux droits de la défense. L'Assemblée nationale a supprimé la condition préalable d'une
condamnation pénale pour que le préfet prononce une interdiction de manifester. L'argument avancé par les députés En Marche soutenait que pour rendre le dispositif opérationnel et efficace, et au vu des délais de jugement, il s'agissait d'une mesure préventive et transitoire. Globalement, l'IAM ne servait qu'à faire tampon entre la constatation des faits et le jugement, tout comme pour les IAS. On se retrouve donc dans un régime de primauté de la police administrative sur la police judiciaire, sauf qu'on peut s'appuyer sur le passif des IAS qui bien souvent font office de jugement, voire même sont maintenus malgré une relaxe judiciaire. Le respect de l'article 66 de la Constitution est donc très clairement méprisé. Par ailleurs, cela implique la nécessité de borner au plus près possible le dispositif pour permettre un droit effectif au recours. Le rapport du Sénat a péroré que notre Chambre ait prévu un droit au recours en omettant de rappeler que le référé suspension peut être jugé dans un délai allant jusqu'à 1 mois, le caractère urgent de ce dernier étant décidé par le juge. Alors que l'Assemblée nationale a cru résoudre le problème en instaurant une présomption d'urgence dont on ne doute clairement de l'applicabilité. Les journées ne font que 24 heures et avec toute la bonne volonté du monde, on ne pourra pas changer cela ou même instruire dans les bonnes conditions les dossiers. Reste donc la solution d'une procédure contradictoire préalable à la justice avec un droit de recours devant le préfet lui-même. Une nouvelle fois, l'exemple des IAS tel que montré dans le rapport du Sénat de 2007 montre que cette solution n'est pas satisfaisante. Je vous remercie. Merci. Et donc, l'avis de la Commission, Madame la rapporteure ? Oui, merci Monsieur le Président. Donc, les amendements 13 et 20 font l'objet d'une discussion commune, donc mon explication vaudra pour les deux. Je vous ai fait part dans mon propos liminaire, mes chers collègues, des interrogations de la Commission quant à certaines rédactions qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale sur cet article 2. Néanmoins, nous considérons que ces interrogations ne remettent pas en cause le bien-fondé de la mesure d'interdiction de manifester. Je rappelle que cette dernière n'aura en aucun cas vocation à concerner les manifestants pacifiques. Il s'agit de viser uniquement les personnes les plus dangereuses qui constituent une menace caractérisée pour l'ordre public. Le préfet de police de Paris m'a par exemple indiqué que 80 à 100 personnes pourraient être concernées en Île-de-France. Nous sommes loin de l'atteinte massive à la liberté de manifester. Il y a eu tout à l'heure un débat, j'aimerais apporter quelques précisions concernant le terme « agissement » qui a été utilisé dans ce texte. On cible par ce qualificatif des comportements qui sont très précis et qui ne sont pas couverts par l'acte violent. Seraient visées les personnes qui incitent à des actes violents en les suscitant, en les encourageant de façon récurrente. C'est exactement ce qui nous a été dit lors des auditions récurrentes. Ces agissements répétés pourront être détectés par les caméras de surveillance. On vise précisément les meneurs. Je dis cela pour que mes propos soient consignés dans le journal officiel et qui pourront donc être utilisés pour la lecture, enfin par le juge administratif lorsqu'il sera effectivement saisi par un recours. Et donc, il faut également, autre précision, il faut que la personne présente une menace d'une particulière gravité à l'ordre public. Donc les tags, Madame Assassi, ne peuvent, elle n'est pas là, mais elle m'entendra, elle est là. Les tags ne peuvent pas rentrer dans ce cadre-là. Et enfin, pour terminer, comme pour toutes les mesures de police administrative, la décision du préfet ne sera pas subjective. Son arrêté devra être motivé. Des éléments probants permettant d'établir la menace à l'ordre public devront être apportés et, à défaut, la mesure pourra être annulée par le juge administratif. C'est pour cette raison que nous avons donné 2 avis défavorables à ces amendements. Très bien. Monsieur le ministre, l'avis du Gouvernement.
Merci, Monsieur le Président, et ça me permettra, à travers ces deux amendements, de répondre à des questionnements qui ont été posés, notamment sur la question des agissements. Je souhaite le dire, le critère de l'interdiction de prendre part à une manifestation ou à plusieurs manifestations ne réside pas dans les agissements commis par un individu. Le fondement essentiel qui est prévu par ce texte, le fondement essentiel de l'interdiction administrative de manifester est bien, je cite, et là le droit est clair sur ce sujet, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Et c'est cette menace d'une particulière gravité pour l'ordre public que constituerait sa présence lors d'une manifestation qui amène le préfet à se prononcer. Ce degré de menace est ce qu'il y a de plus haut dans la gradation des menaces à l'ordre public. Nous avons les menaces aggravées et les menaces d'une particulière gravité. Je pense qu'il est essentiel d'avoir quand même cela en tête, au-delà des commentaires que l'on peut faire. Il faut avoir en tête que la menace pour l'ordre public est caractérisée par des agissements antérieurs de l'individu commis à l'occasion de manifestations ayant donné lieu à de graves atteintes aux biens et aux personnes. Là encore, il ne s'agit pas de pénaliser quelqu'un qui aurait participé à une manifestation. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Le préfet devra donc, et ça a été rappelé par Madame la rapporteure, caractériser de manière précise, évidemment précise et objective, la menace d'une particulière gravité, notamment par des notes de renseignement pour interdire à un individu de participer à cette manifestation. Cette menace se caractérise, là encore, et j'utilise à nouveau le mot caractériser, non pas pour faire une répétition, mais pour que les choses soient claires, se caractérise, là encore, par des comportements violents, par des actes violents, voire par la référence à la commission d'une infraction pénale sans qu'elle ait forcément déjà donné lieu à la poursuite par l'autorité judiciaire. Je voudrais vous dire, mesdames, messieurs, que par nature, il ne faut pas avoir peur des préfets et que les préfets savent, et c'est ce que le texte a prévu, que dès lors qu'ils devront notifier dans les 3 jours qui précèdent, ils prennent le risque évident, naturel, légitime d'être cassés dans leur décision par le juge qui devra se prononcer. Et donc les préfets, ce n'est pas un exercice qu'ils aiment passionnément, celle de prendre des décisions qui sont annulées par un juge. Et donc ils vont veiller évidemment à reprendre l'ensemble des éléments que je viens d'évoquer. Et donc il faut avoir en tête que l'autorité administrative agit dans le cadre de la prévention de troubles à l'ordre public et non dans une logique et en aucun cas dans une logique répressive. Et il doit pouvoir prendre en compte des éléments de fait attestant précisément le comportement de l'intéressé, comme selon la définition que ce comportement présente une dangerosité particulière pour l'ordre public. C'est cela et seulement de cela dont on parle. Et il y a quand même une forme de paradoxe, mesdames, messieurs les sénateurs, à au fond ne pas trouver choquant qu'un préfet puisse interdire une manifestation et à trouver scandaleux qu'un préfet puisse interdire de manifestation une personne qui présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. C'est cela dont on parle et c'est évidemment dans ce cadre-là et seulement dans ce cadre-là que les préfets agiront. Très bien, donc 2 avis défavorables sur ces 2 amendements identiques de suppression. Qui est pour ? Regardez bien, parce que... Qui est contre? Très bien. Oui, c'est rejeté. Donc, l'article n'est pas supprimé. On continue sa discussion avec un amendement 16 rectifié. Madame Coste, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, l'ensemble des amendements déposés par notre groupe à l'article 2 visent à souligner des difficultés d'ordre juridique ou opérationnel qui justifient, à notre sens, de poursuivre la navette parlementaire jusqu'à son terme. À l'alinéa 2, plusieurs points devraient être débattus plus longuement. Tout d'abord, la définition des critères permettant au préfet de prononcer une interdiction de manifester. Les critères actuellement retenus sont en réalité des infractions définies dans le code pénal. Cela laisse entendre que l'action administrative pourrait devenir concurrente à l'action judiciaire contre des casseurs, ce qui ne nous paraît pas pertinent vu la gravité des faits concernés. Deuxièmement, se pose en conséquence l'épineuse question de l'articulation entre les sanctions administratives et pénales.
L'interdiction de manifester peut s'apparenter à une sanction administrative. Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire. Depuis notamment sa décision de mars 2015, le cumul de sanctions peut exister à condition qu'il n'y ait pas d'automaticité. Troisièmement, enfin, la rédaction actuelle de l'article 2 ne prévoit pas de limitation dans le temps explicite du recours à l'interdiction de manifester, de sorte qu'en toute logique, un individu qui s'est rendu responsable de violences lors de manifestations dans son jeune âge pourrait théoriquement être visé par des interdictions plusieurs années plus tard. Il s'agit de contraindre l'autorité administrative à une actualisation de l'évaluation du risque. Le présent amendement vise donc à intégrer dans l'alinéa 2 ces préoccupations en imposant que soient cumulativement réunis des critères subjectifs fondés sur des notes de renseignement et des critères objectifs tels que l'ouverture d'une procédure devant le juge judiciaire. Cette rédaction se base sur le contrôle exercé par le juge administratif en matière d'expulsion des étrangers lorsqu'il évalue la menace grave pour l'ordre public que représente l'individu. Enfin, l'amendement propose d'établir une sorte de prescription administrative en prévoyant qu'une personne ne peut être visée par une interdiction de manifester sur le fondement d'infractions pénales constatées il y a plus de 6 mois. Je vous remercie. Merci. Donc, l'avis de la Commission, Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, la Commission s'est interrogée, comme notre collègue, Madame Costou, Madame Carrère, sur la définition du champ d'application de la mesure d'interdiction de manifester adoptée par les députés. Je rappelle que nous avons néanmoins décidé de souscrire à la rédaction retenue au regard des assurances qui nous ont été apportées par le gouvernement et nous n'avons pas souhaité modifier l'article 2. La définition proposée par l'amendement de notre collègue n'apparaît en outre pas exempte de quelques difficultés. Je m'en explique. En premier lieu, elle ne semble pas plus restrictive que celle proposée par l'Assemblée nationale. Le seul fait de participer à un attroupement sur la voie publique constitue certes un délit, mais ne paraît pas suffisant pour établir l'existence d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Une personne qui ne se disperse pas après sommation est en situation illégale, mais n'est pas pour autant à l'origine des troubles à l'ordre public. En second lieu, la rédaction proposée ne permettrait plus de viser les meneurs. Une telle restriction serait fortement dommageable sur le plan opérationnel et limiterait évidemment considérablement l'efficacité de la mesure. Pour l'ensemble de ces raisons, j'émets un avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre, votre avis? Même avis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Autre amendement, Madame Jo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, cet amendement vise à pointer la limite de la législation actuelle qui laisse une zone floue entre les manifestations légales, régulièrement déclarées en préfecture, et les attroupements. Je rappelle qu'au terme de l'article 431-3 du Code pénal, constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Si ce flou permet en temps normal une application souple du droit de manifester, il serait en revanche particulièrement problématique qu'une interdiction individuelle de manifester soit prise sur son fondement dès lors qu'il existe une incertitude jusqu'à leur tenue effective. Dans ces cas-là, l'interdiction de manifester ne constituerait pas seulement une atteinte au droit de manifester, mais également à la liberté d'aller et venir. Faute d'études d'impact, nous ne disposons ni du nombre de manifestations non déclarées en préfecture, ne constituant pas un attroupement, ni du ratio de manifestations anticipées par les préfectures sur celles effectivement constatées sur la voie publique. Dès lors que cette mention introduit une trop grande insécurité juridique, il est donc proposé de la supprimer. Merci. Madame la rapporteure. Monsieur le Président, par cet amendement, notre collègue supprime la possibilité pour un préfet de prononcer une interdiction de manifester à l'occasion de manifestations qui ne seraient pas déclarées. Alors une telle modification réduirait considérablement l'intérêt de la mesure,
puisque dans le cas, par exemple, des manifestations des Gilets jaunes, qui n'ont pour la plupart donné lieu à aucune déclaration, eh bien, aucune mesure d'interdiction de manifester n'aurait ainsi pu être prononcée à l'encontre des casseurs. Pour cette raison, un avis défavorable. Monsieur le ministre, avis. Qui est pour? Donc, deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Et encore un amendement RDSE. Madame Carrère, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. La rédaction actuelle comporte déjà des précautions destinées à offrir quelques garanties aux individus visés par des interdictions individuelles de manifester. Il est en particulier prévu que le périmètre géographique de l'interdiction de manifester ne peut comporter ni le lieu de résidence de l'individu, ni son lieu de travail. Le présent amendement vise à souligner les difficultés familiales qui pourraient résulter d'interdictions portant sur un périmètre comportant, par exemple, le domicile de parents de l'individu qui nécessiterait d'être assisté par lui. Dans un sens, la définition du périmètre n'est pas respectueuse du droit de mener une vie familiale normale, telle que définie par la Convention européenne des droits de l'homme et interprétée par la Cour de Strasbourg. L'objet de cet amendement est donc de lever cette inquiétude. Merci. Madame la rapporteure, votre avis? Oui, Monsieur le Président. Alors, lors de l'examen en première lecture, le Sénat avait exclu du périmètre des interdictions de manifester le domicile ainsi que le lieu de travail de la personne, de manière à se conformer aux exigences constitutionnelles. Par cet amendement, notre collègue souhaite aller plus loin, en excluant également le domicile des membres de la famille de la personne qui fait l'objet d'une interdiction. Je note toutefois que cette précision ne constitue pas une exigence posée par le Conseil constitutionnel pour garantir le droit à une vie familiale normale. Dans sa décision du 9 juin 2017, qui a censuré les interdictions de séjour de l'état d'urgence, le Conseil constitutionnel n'a ainsi fait référence qu'au domicile et au lieu de travail de la personne. Pour cette raison, avis défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Et donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous passons à la discussion de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 5 rectifié, Madame Carrère, à nouveau vous. Oui, merci Monsieur le Président. Encore, parce que ça serait péjoratif. Les dispositions visées à l'alinéa 5 de l'article 2 ont été introduites à l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement. Elles visent à permettre à l'autorité administrative de prononcer des interdictions personnelles de manifester applicables à tout le territoire national et pour une durée maximale d'1 mois. Si l'on comprend la motivation pratique qui sous-tend cette extension du champ de l'interdiction de manifester, il serait en effet relativement facile pour une personne interdite de manifester dans une ville de se rendre dans une autre ville pour prendre part à un autre cortège. Cette extension suscite d'importantes interrogations. Compte tenu des faibles garanties juridictionnelles prévues dans le texte en discussion et la possibilité pour le préfet de prononcer cette interdiction dès lors qu'il a connaissance d'une manifestation, même non déclarée, des applications dévoyées pourraient avoir lieu, qui reviendraient à une forme de déchéance temporaire et partielle de citoyenneté pour certains individus. Mais l'évolution la plus problématique est l'extension de l'interdiction de manifester dans le temps, qui ne concernait à la base qu'une manifestation. Cela rejoint les inquiétudes que nous avons déjà formulées à l'alinéa 2. Merci. Non, c'est une discussion commune. Vous avez présenté les deux, on peut dire? Oui, très bien. À vous, Madame la rapporteure, votre avis sur les deux amendements. Tout à fait. Donc, ce sont deux amendements de discussion commune qui reviennent sur l'ajout de l'Assemblée nationale, qui consiste à autoriser le préfet à prononcer une mesure d'interdiction de manifester valable sur tout le territoire national pour une durée pouvant aller jusqu'à 1 mois. L'extension à tout le territoire de l'interdiction de manifester apparaît utile sur le plan opérationnel. Lorsque plusieurs manifestations sont organisées de manière concomitante sur le territoire, il s'agit en effet d'empêcher une personne interdite de manifester à Paris de se rendre à Lille, par exemple. Il est vrai, en revanche, que l'extension jusqu'à 1 mois de l'interdiction soulève plus de questions. Néanmoins, des assurances importantes nous ont été
apportées sur ce point par les services du ministère de l'Intérieur, notamment quant au nombre très réduit de personnes qui pourraient être concernées. C'est pourquoi la Commission a décidé d'adopter l'article 2 sans modification. En conséquence, c'est un avis défavorable sur les 2 amendements. Et oui, je suis rassurée. Monsieur le ministre, votre avis? Même avis sur les 2. Madame Marie-Pierre de La Gontrie, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Ces amendements de notre collègue Carrère permettent, pas à pas, de mettre un éclairage très important sur les dangers de cette rédaction. On est vraiment, nous ne nous racontons pas d'histoire, on est vraiment dans l'interdiction générale de manifester. Puisque désormais, tout à l'heure je l'ai indiqué, ce n'était pas limité dans le temps, désormais ce n'est pas limité dans l'espace. Donc, Madame la rapporteure, nous sommes ici au Parlement. Comment pouvez-vous vous satisfaire de propos qui n'engagent en rien le ministre de l'Intérieur? Dire mais non, mais on le fera très peu, c'est pas le sujet. Nous sommes parlementaires. Nous devons protéger les libertés. Donc, soit nous inscrivons dans les textes ce qui permet de le faire, mais en tout cas, le seul argument qui ne peut pas être recevable, c'est celui de dire le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs il ne le dit pas, assure que cela ne sera pas. Donc, au minimum, il serait utile d'avoir une déclaration solennelle du ministre de l'Intérieur ici, sur laquelle nous pourrons nous appuyer, y compris devant le Conseil constitutionnel. Mais en tout état de cause, nous sommes là pour protéger les libertés et nous ne pouvons pas accepter qu'après avoir étendu dans le temps, nous étendions désormais dans l'espace. Donc nous soutiendrons cet amendement. Donc vous parlez du 5 rectifié. Hein. Les amendements, on les discute ensuite. D'accord. Donc, juste, la discussion commune, c'est un avis global sur les 2 du gouvernement et de la Commission. Ensuite, il y a les explications de vote, c'est sur chaque amendement, pris séparément. Donc on est sur le 5 rectifié. 5 rectifié. Qui est pour? Ah, Monsieur Richard voulait la parole sur le 5 rectifié. D'un mot, Monsieur le Président. Je crois qu'une partie de notre discussion rebondit à partir d'une conception des mesures d'ordre public, des mesures de prévention, qui est calquée sur un raisonnement de sanctions judiciaires. Il est évident, ça fait partie du cœur des libertés publiques, qui ne sont issues que de la jurisprudence administrative. La notion de liberté publique au pluriel en France est issue uniquement de la jurisprudence combinée dans la durée du Conseil d'État. Et elle a été d'ailleurs fortement confirmée par une décision du Conseil constitutionnel qui a clarifié ce qui relevait de la police administrative et qui pouvait n'être que des mesures limitatives de liberté et ce qui devait donner lieu à une décision judiciaire qui sont les mesures privatives de liberté. Dans le cas de mesures limitatives de liberté qui sont de l'ordre, qui sont dans le champ de la police administrative, les principes de nécessité et de proportionnalité s'appliquent même sans texte. Et donc les questions qui ont été posées à plusieurs reprises, consistant à dire est-ce qu'il pourra y avoir une interdiction de toute la France? Oui, sans doute, si le degré de dangerosité démontré sur la personne le justifie. Et de même, pourra-t-il y avoir rappel, en quelque sorte, d'un comportement dangereux identifié 10 ou 20 ans après? La réponse de la nécessité est clairement non. Donc, pardon, mais je crois que nous pouvons faire l'économie d'un certain nombre d'interrogations dans ce débat qui sont tranchées depuis des décennies par les principes de base de la police administrative. Non. Madame la rapporteure, oui. Vous voulez répondre dans ce débat? Oui, 2 mots, Monsieur le Président, à l'adresse de Madame La Gontrie. Je ne me satisfais pas uniquement des explications que j'ai pu avoir lors des auditions des services du ministère de l'Intérieur. J'ai parlé, enfin, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils m'ont assuré que ce serait un nombre très réduit de personnes qui pourraient être concernées. Ce dont je suis convaincue depuis le départ,
nonobstant le fait que nous avons obtenu quelques garanties du ministère de l'Intérieur et de la Chancellerie, ce dont je suis convaincue, c'est du bien fondé de cette mesure. Du bien fondé de cette mesure, de son efficacité et de son utilité. Parce qu'elle ne portera, elle n'atteindra que les personnes qui présentent une menace d'une gravité, d'une particulière gravité à l'ordre public. Donc c'est par conviction, en tant que parlementaire, que je me positionne avec, évidemment, des explications qui m'ont été données au cours des auditions, qui étoffent mes convictions que j'avais dès le départ. Très bien. Nous allons passer au vote. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Et l'amendement suivant, qui est le 7 rectifié, qui est pour? Ah, attendez. Monsieur Requier, vous avez demandé la parole sur cet amendement? C'est pour le suivant. Donc, on vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté aussi. Et Monsieur Requier, vous avez la parole pour l'amendement 8 rectifié. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de déroger à l'obligation de notification des interdictions individuelles de manifester délivrées par le préfet. Contrairement aux actes réglementaires ou de portée collective, il est constant en droit français que, pour être revêtue de la force exécutoire, une décision administrative individuelle défavorable doit être notifiée à la personne concernée. L'article L. 221-8 du Code des relations entre le public et l'administration dispose en effet que, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. Dans sa jurisprudence, le juge administratif a toutefois fait preuve de souplesse en considérant que, dans certains cas, une information verbale valait notification. S'agissant de la notification d'une décision pouvant entraîner des conséquences pénales pour la personne concernée, en cas de manquement à l'interdiction de manifester, il est probable qu'une notification verbale ou tardive ne soit pas suffisante et puisse donner lieu à d'importantes complications judiciaires. Cette remarque est a fortiori valable dans le cas précis des interdictions de manifester, dès lors qu'il s'agit d'une liberté fondamentale et d'un droit politique dont l'affaiblissement pourrait s'avérer particulièrement sensible selon les contextes politiques. Merci. Madame la rapporteure, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Alors, cet amendement supprime la possibilité de notifier une interdiction de manifester après un délai de 48 heures. Or, cette possibilité, ajoutée par l'Assemblée nationale, répond à un impératif opérationnel. Lorsqu'une manifestation n'est pas déclarée, il est possible que l'autorité préfectorale prenne connaissance de son déroulement tardivement. Dans cette hypothèse, le délai de notification de 48 heures pour les mesures d'interdiction de manifester ne pourrait pas être respecté. Il s'agit d'assurer l'effectivité dans la pratique de la mesure d'interdiction de manifester. Pour cette raison, avis défavorable. Monsieur le ministre, votre avis? Très bien. Même avis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. C'est Madame Menonville. Monsieur, pardon. Autant pour moi. Pas tout à fait, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Par cet amendement, il s'agit d'adopter un régime plus protecteur pour les mineurs. Ils ne peuvent donc pas se voir affecter le même dispositif. Nous souhaitons voir un dispositif donc davantage renforcé et protecteur à l'encontre du public mineur. Cet amendement propose donc qu'une interdiction de manifester ne puisse être prise à l'encontre des mineurs qu'après un avis préalable du procureur de la République. L'objet de cet amendement donc se veut plus protecteur envers le public mineur et permet donc de lever certaines inquiétudes que ce texte peut susciter, en lien d'ailleurs avec les propos de notre collègue Madame Coste antérieurement présentés. Merci, Monsieur Menonville. Votre avis, Madame la rapporteure? Oui, Monsieur le Président. Alors effectivement, cet amendement prévoit un avis préalable du procureur de la République lorsqu'une mesure d'interdiction de manifester est prononcée à l'encontre d'une personne mineure.
L'intention poursuivie par cet amendement est louable, bien évidemment, mais le dispositif proposé présente quelques difficultés. On peut tout d'abord noter que la portée de l'avis du procureur n'est pas précisée dans l'amendement. S'agit-il d'un avis simple? S'agit-il d'un avis conforme? Il paraît par ailleurs difficile de concilier une procédure d'avis préalable avec les délais qui sont très contraints qui s'imposent pour le prononcé de la mesure. Enfin, l'intervention d'une autorité judiciaire dans le prononcé d'une mesure administrative soulève de nombreuses interrogations quant à sa compatibilité avec le principe de séparation des pouvoirs. On peut en effet se demander dans quelle mesure une autorité judiciaire pourrait intervenir dans un processus de nature administrative dont le contrôle relève d'un autre ordre de juridiction. Pour l'ensemble de ces raisons, avis défavorable. Même avis. Donc, 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. On vote sur l'article 2 dans son ensemble. Qui est pour? Non, trop tard. Qui est contre? Oui, mais j'avais entamé le vote, je ne pouvais pas revenir en arrière. Qui est contre? Donc, voilà. Qui s'abstient? Il est adopté. Sur l'article 4, j'ai une demande de prise de parole de Madame Marie-Pierre Lagontrie. Non, vous passez votre parfait. Donc j'ai 3 amendements identiques en discussion commune. Donc Monsieur Durin pour le 14. Merci Monsieur le Président. L'objet de cet amendement, c'est la suppression de cet article qui crée un délit passible d'une sanction d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende pour dissimulation du visage dans une manifestation. Alors, la première difficulté qui se fait jour, c'est la caractérisation de l'intentionnalité du délit. Et la proportionnalité entre les atteintes portées au droit de manifester, droit constitutionnellement garanti, et les objectifs poursuivis n'est pas respectée au regard de la peine envisagée. Mais le quantum de la peine n'est pas seul en cause. Cet article 4 viserait, outre des personnes qui seraient au sein de la manifestation, des personnes qui se trouveraient aux abords immédiats, alors que des troubles à l'ordre public ne sont pas en train d'être commis, mais seulement risquent d'être commis, et sans qu'un lien caractérisé soit établi entre le trouble et la personne qui dissimule juste une partie de son visage. Pour que la loi qui pose une restriction droit garanti soit accessible aux citoyens, elle doit être précise et prévisible, de sorte que le citoyen connaît la règle qui lui est appliquée. Cette exigence de précision de la loi est le corollaire du principe de sécurité juridique et est inhérent à l'objectif d'intelligibilité de la loi. Rappelons que les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen imposent un principe de modération dans l'utilisation de l'arme pénale qui doit aussi répondre à l'impératif de prévisibilité pour le justiciable. Merci. Amendement identique numéro 17 rectifié. Madame Maryse Carrère, défendu. 3e amendement identique, le 24. Madame Elia. Monsieur Savoldelli. Merci, Monsieur le Président. Comme ça a été dit, il y a 2 problèmes majeurs au fondement et à la rédaction de cet article. Il y a la mise en place d'une présomption de culpabilité pour toute personne se couvrant le visage, dès lors que les troubles se produisent lors d'une manifestation. Deuxièmement, autre question, la notion de motif légitime, qui, aux yeux de notre groupe, est trop floue et interprétative. Donc, on pourrait retirer la suppression si on nous répond. Donc, vous voyez, constructif. Premièrement, qu'est-ce qu'on entend par, je cite, dissimuler volontairement tout ou partie de son visage? Il faut répondre à la question. Je ne vais pas frôler le ridicule, mais ça mérite quand même d'être explicité. On a un champ d'application qui est insatisfaisant, mes collègues. Il est insatisfaisant. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un motif légitime? On va prendre quoi? Le climat, la pluie, le soleil, etc., qui fait qu'on porte des lunettes de soleil, qu'on a telle attitude vestimentaire, etc. Bon, on va tomber sous le coup de cet nouvel article 431-9.1 du Code pénal. Donc, qu'en est-il? Troisièmement, ça fait un 3e argument. Une fois qu'on a posé ces questions et qu'on va essayer d'avoir une réponse précise, applicable en tout temps et en tout lieu, bien évidemment, qui va être juge? Qui va être juge pour déterminer à quel moment doit s'appliquer cet article? C'est-à-dire,
On devrait se retrouver avec des forces de l'ordre devant apporter une appréciation. C'est les forces de l'ordre, donc c'est important pour vous, Monsieur le Ministre. Des forces de l'ordre qui vont avoir à apporter une appréciation sur le contexte, le degré de dissimulation du visage, et cela avant que le juge n'infirme ou confirme l'appréciation préalable. Franchement, là, ça pourrait soulever la même approbation des élus de tous les bancs. C'est insatisfaisant et bien trop instable. Quatrièmement, l'article crée une présomption de culpabilité pour toutes les personnes se couvrant le visage alors que des troubles ont été constatés. Oh, je ne vais pas faire comme mon collègue Ouzoulias, on n'a pas tous participé aux mêmes manifestations, mais je pense que pour beaucoup, nous avons manifesté. Franchement, quand il y a lacrymogène, quand il y a etc., à part vraiment n'avoir jamais manifesté de sa vie, qu'est-ce qu'on fait? On se protège des gaz lacrymogènes. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Donc derrière, on voit bien que derrière cette affaire-là, et ça a été dit par un autre collègue d'ailleurs du groupe du Centre, sur lequel je partage totalement l'opinion, nous ne manquons pas de loi contre les violences. Il y a là une volonté délibérée d'avoir un article très flou, très instable, quelle que soit la majorité politique. Quelle que soit la majorité politique. Donc, je vous le dis avec un peu d'humour, mais aussi avec une référence. Évidemment, si vous votez cet article et que vous ne votez pas notre amendement de suppression, vous allez avoir l'acquiescement qui éclaire le visage, mes chers collègues de la majorité. Mais je vais vous dire, le refus, lui, il va nous donner la beauté. Merci. L'avis de la Commission, Madame Catherine Troendlé. Oui, Monsieur le Président, sur ces trois amendements identiques de suppression. Sur le 14, l'article 4, qui est relatif à la création d'un nouveau délit de dissimulation du visage au sein ou aux abords d'une manifestation, est particulièrement attendu par nos forces de l'ordre. Il leur permettra d'interpeller et de placer en garde à vue les fauteurs de troubles qui viennent dans les manifestations cagoulés ou casqués, non pas pour exprimer leurs revendications, mais pour casser. C'est donc une disposition à laquelle notre commission est particulièrement attachée et nous avons émis un avis défavorable à cet amendement de suppression. Pour le 17, mon commentaire est quasiment le même. Je voudrais simplement rajouter que la Commission a décidé d'adopter cet article 4 sans modification, plutôt que de chercher à en affiner encore la rédaction. J'ajoute que le souci de précision dans la définition de l'infraction auquel font référence les auteurs de l'amendement numéro 17 doit être mis en balance avec la nécessité de conserver un dispositif opérationnel, les différents éléments de l'infraction devant pouvoir être établis devant le tribunal. Et enfin, sur le 24, Monsieur Savoldelli, contrairement à ce que vous pouvez affirmer, le texte n'instaure pas une présomption de culpabilité. Il appartient au parquet de démontrer que la personne qui se couvrait le visage le faisait sans motif légitime et le tribunal appréciera en fonction des faits de l'espèce l'existence ou non de ce motif légitime et ce, à l'issue d'un débat contradictoire qui permettra à la personne mise en cause de donner pendant l'audience toutes les explications de nature à prouver son innocence. Donc j'émets également un avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement? Même avis. Monsieur Savoldelli. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, je viens de vous écouter avec beaucoup d'attention. Vous parlez d'individus casqués ou cagoulés, c'est bien ça? C'est où dans le texte de loi? C'est où? C'est où dans le texte de loi? Je vous pose la question avec sérieux. Parce qu'après, il va falloir avoir les actes qui suivent les mots et la définition des mots. Moi, je m'excuse, il n'y a pas marqué casqué ou cagoulé. Il y a marqué qui dissimule volontairement tout ou partie de son visage. Quel rapport avec la cagoule et le casque? On en est là, ici, au Parlement? On en est là? On en est là? Non, c'est pas très sérieux. Non, mais sérieux, ça tient pas la route. On ne peut pas répondre à un texte de loi par seulement casqué ou cagoulé. Donc là, je ne suis pas en train de vous donner une appréciation sur le port de la cagoule ou le port du casque lors d'une manifestation.
Je vous dis, voilà, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au texte? Partie de son visage. Donc ça, c'est quand même un problème. Deuxièmement, vous nous dites le parquet va juger. Enfin, Madame la rapporteure, excusez-moi. Quand se passe la manifestation, où il est le parquet? Où est le parquet? Non, non, mais on peut rigoler, mais rigolez pas trop non plus. Il est où le parquet? Les forces de l'ordre vont avoir une présomption de culpabilité de port soit d'un visage totalement couvert ou d'un visage dissimulé. C'est après que le parquet va instruire la question. Mais les forces de l'ordre vont réagir par rapport à ce que nous allons voter là. Donc la question, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre telle ou telle manifestation, là. C'est une question de liberté individuelle. Regardez où on va, là. On va laisser aux forces de l'ordre. C'est terrible pour nos policiers. On va leur demander de porter cette appréciation. Voilà la partie du visage dissimulé qui correspond à un soupçon d'acte délictueux, de dégradation de biens publics ou de biens privés, et l'autre, partie du visage dissimulé, bah celle-là ne correspond pas. Non mais franchement, non, j'attends une autre réponse. On peut changer d'avis ici, ça nous arrive à tous, mais vraiment avec une autre argumentation, et pas une histoire de cagoule et de cas quand on fait un texte législatif. Merci. La parole, Monsieur David Assouline. Oui, j'en profite. On discute là d'un article précis, des arguments ont été échangés, mais j'en profite à ce moment-là de dire mon point de vue plus global, bien illustré par ce qui est dit là et cet échange. Très franchement, tout cela se justifie parce que certains ont dit, M. Retailleau en tête, que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase où il faut changer d'arsenal juridique et législatif pour pouvoir faire face à un nouveau phénomène qui va durer, de violence dans les manifestations. Personne n'a prouvé quoi que ce soit là-dessus. En quoi il y a un changement? J'ai connu, comme jeune et comme moins jeune, des violences inouïes dans les manifestations et beaucoup plus organisées. Beaucoup plus organisé. Quand j'étais très jeune, je me souviens de ces manifestations, notamment de sidérurgistes, avec les boulons et tout ça, par milliers à Paris, qui étaient en affrontement avec les forces de l'ordre. Là, ils ne détruisaient pas les magasins et tout, hein, c'était du face-à-face. Il y a eu 68 avant. Il y a eu, je me souviens, par exemple, du début des années 90, j'étais plus jeune du tout. Mais au début des années 90, il y avait hésitation à appeler des manifestations de lycéens parce que régulièrement des centaines de jeunes en bande organisée, venaient dévaster par exemple tout Montparnasse et piller l'ensemble des magasins. Et donc on hésitait à appeler à manifester parce qu'il n'y avait personne qui arrivait à contenir ça. Et c'était pareil, vous voyez que ça à la télé, c'était une catastrophe, comment on réagit à ça, etc. Et puis, il y a eu les bonnets rouges qui... il y a eu même un parlement à Rennes qui a flambé. Non, mais parce que les violences, notamment dans les contestations de toutes sortes, paysannes et autres, etc., ont des fois été inouïes. Et les forces de l'ordre ont été confrontées à des situations inouïes. Je ne vois pas aujourd'hui, et la dissimulation de visage, et les cagoules et les casques, alors là, depuis 40 ans, c'est le lot commun de tous ceux qui veulent casser. Et on s'est posé le problème aujourd'hui, parce qu'on a découvert l'eau chaude, qu'il faut d'un arsenal juridique nouveau pour lutter contre ceux qui se casquent ou qui mettent des cagoules. Mais les autres, ils étaient bêtes avant, ils n'y ont pas pensé. Le problème, c'est qu'on a toujours voulu faire attention, je finis et je reparlerai tout à l'heure, à cet équilibre de protection des libertés. Et dans ce contexte, dont tout le monde parle, sur l'Europe et sur le danger pour la démocratie, c'est l'arsenal qui défend les libertés qui nous protégera le plus. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'explication de vote? Si je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote, je vais mettre ces trois amendements identiques aux voix avec deux avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour?
Qui est contre? Donc, ils ne sont pas adoptés. Je mets aux voix l'article 4. L'article 4, qui est pour l'article 4? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, l'article 4 est adopté. Je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste et républicain sur l'ensemble de la proposition de loi. Donc, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Bien, voici le résultat du scrutin numéro 65 sur l'ensemble du texte et compte tenu de l'ensemble des délégations de vote. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 325, pour l'adoption 210, contre 115. Le Sénat a donc adopté la proposition de loi et définitivement adoptée. Le Sénat a donc adopté en seconde lecture la proposition de loi contre les casseurs dans les manifestations. Le débat, vous l'avez vu, a été tendu alors que la gauche du Sénat a dénoncé dans ce texte une atteinte aux libertés publiques. La droite du Sénat et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, ont quant à eux défendu un texte de protection contre les Black Blocs, ces groupes qui empêchent le bon déroulement des manifestations. La balle est désormais dans le camp du Conseil constitutionnel saisi par le président de la République et qui dira si oui ou non cette nouvelle loi n'est pas liberticide. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez voir et revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.